l'environnement est plutôt effectivement encourageant, notamment par le fait qu'il y a des débouchés nouveaux qui se présentent pour la production américaine. L'annonce faite par les États-Unis, j'ai parlé tout à l'heure de la remontée du cuivre, c'est aussi les grands projets d'investissement massif du gouvernement américain qui portent cette tendance. Je pense qu'il y a un sujet pour le gouvernement, c'est où placer le curseur pour à la fois attirer les investisseurs, mais également... Quelle stratégie ? L'industrialisation, la stratégie nationale versus stratégie régionale, le rapport au marché chinois. Il y a quelques défis, et je sais qu'il me reste quelques secondes à peine. Il y a un sujet de concurrence entre les États. Je pense que c'est un point notamment lorsqu'il s'agit d'avantages fiscaux accordés aux investisseurs. Il y a une problématique d'accélération, de rythme d'accélération du développement des infrastructures, l'intégration des filières. Ensuite, probablement, surtout dans ces domaines d'industrie extractive, quelle est la place des acteurs africains? On est sur des projets, la plupart du temps de plusieurs milliards de dollars, qui sont développés par des compagnies étrangères. Or, il est question de soutenir le tissu économique et industriel africain. Quelle politique mener, quel accompagnement pour soutenir les acteurs africains, pour soutenir la production africaine. Donc, d'une manière générale, les perspectives semblent être moins négatives que ce que nous avons connu l'année dernière, mais il y a effectivement quelques facteurs de doute. Quelle va être la puissance de la croissance et la demande africaine elle-même, et évidemment le mix énergétique qui est annoncé, qui va soutenir d'autres industries. Quels sont les choix que les pays vont faire et l'impact des progrès technologiques qui peuvent effectivement avoir une conséquence d'accélération et de saut technologique, si je puis dire. Quelles leçons retirez-vous de la crise? Quelles leçons pour vos budgets, pour votre développement? Quelles leçons retirez-vous de la crise? Et en premier, je donne la parole au Premier ministre pour qu'il nous dise, du point de vue de la Guinée, qui a traversé quelques tempêtes aussi, quelles sont les conclusions et quelles sont les leçons de la crise. Monsieur le Premier ministre. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. L'histoire récente de la Guinée se résume certainement en un projet pour tous les acteurs qui connaissent la Guinée. C'est le projet Simandou. C'est un projet emblématique qui a nourri les espoirs non seulement des grandes sociétés qui travaillent avec la Guinée sur le développement de ce projet, mais aussi qui a bien entendu nourri les espoirs des Guinéens, puisque nous parlions d'un projet de plus de 20 milliards de dollars d'investissement, un projet qui est le plus important dans sa catégorie. Et la crise, justement, est venue et passée par là. Aujourd'hui, ce projet a été pratiquement abandonné par ses promoteurs, en tout cas initiaux, puisque Rio Tinto, qui était sur ce projet depuis pas loin de 2 décennies, finalement a décidé de se retirer. Et pour la Guinée, c'était bien sûr, je ne dirais pas une désillusion, mais une déception de voir que cette attente très forte de la Guinée et des Guinéens n'a pas pu être matérialisée. Et sur ça, s'il y a une leçon que je tirerai, que je retiendrai, en tout cas du point de vue de la Guinée, du gouvernement et de tous les acteurs, c'est que nous devons tout mettre en œuvre lorsque les fenêtres d'investissement se présentent pour accélérer le développement, pour mettre en place toutes les facilités pour que l'investissement se fasse. Il y a certes eu des erreurs, mais il y a aussi des éléments que nous ne maîtrisons pas. Il s'agit de projets impliquant des acteurs majeurs, les plus grands, donc de l'industrie. La Guinée n'avait pas toutes les cartes en main pour faire avancer ce projet. Et donc, il faut en tirer les leçons pour l'avenir. Monsieur le Premier ministre, comment tenir tête aux majors? Comment éviter la malédiction des matières premières? Comment ériger un bon code minier et pétrolier pour que cela profite, comme l'a dit Madame Diallo, et aux populations et au budget de l'État, et que ça permette une valorisation? De la taille de la Guinée, quand vous avez des ressources comme celle de la Guinée,
La Guinée a cette particularité d'être un pays d'à peu près 1/4 de million de kilomètres carrés, avec une population d'autour de 12 millions d'habitants, un PIB qui est relativement faible, c'est un pays à faible revenu. Et à côté de ça, vous avez des ressources de classe mondiale. Vous avez les plus grandes réserves mondiales de bauxite. Vous avez aujourd'hui les plus importantes réserves non exploitées de minerais de fer au monde. Et naturellement, développer ces ressources, j'ai parlé tout à l'heure d'un projet de 20 milliards de dollars, le projet Simandou, qui est plus, dont la valeur dépasse le PIB de la Guinée. Alors, vous comprenez que je ne vois pas par quel miracle on pourrait, avec une solution purement guinéenne, résoudre une telle équation. Nous avons, la Guinée a la particularité, avec toutes les contributions que je viens d'entendre, la Guinée n'a pas eu le même destin que beaucoup de pays miniers. Parce que, en fait, la Guinée produisait beaucoup plus de la bauxite et de l'alumine, donc qui est la principale ressource minière du pays. La Guinée développait, il y avait d'importants projets qui étaient en phase de développement. Et donc la chute des cours a affecté certes les projets, puisque les projets ne contribuaient pas encore au budget de la Guinée, puisque ces projets étaient en phase de développement. Donc il n'y avait pas de rentrée de recettes ou de devises découlant de ces projets comme Simandou, il y en avait d'autres. Mais d'un autre côté, l'essentiel des ressources du secteur minier, je parle bien du secteur minier, venait de la bauxite et aussi de l'or, où la Guinée a un bon potentiel dans le secteur de l'or. Donc aujourd'hui, il y a un paradoxe. Certes, nous avons un projet comme celui de Simandou qui est à l'arrêt, mais à côté de ça, nous avons un regain d'activité que nous n'avons jamais connu dans le secteur de la bauxite et de l'alumine. Nous avons aujourd'hui des investissements de plusieurs milliards de dollars dans ce secteur d'activité, donc bauxite et alumine, qui sont en cours de développement. Donc il y a des investissements, il y a de l'activité. Au moment où la plupart des économies souffrent de la baisse des cours, nous avons eu en tout cas l'heureuse surprise de voir que la bauxite, en tout cas il y avait un intérêt pour la bauxite guinéenne, il y avait un intérêt pour investir dans ce domaine, mais ceci ne s'est pas fait bien sûr, disons au cours de ces 3-5 dernières années. Moi-même je travaillais dans ce secteur-là, et un des projets aujourd'hui qui est phare en Guinée, un projet de bauxite et d'alumine, c'est un projet que nous avons poussé pendant plusieurs années et qui aujourd'hui arrive à maturité et est en phase donc, de développement. Alors, pour les gouvernements... Est-ce que cette appétence pour le sous-sol guinéen est due à son code minier, par exemple? Voilà, j'allais arriver sur le rôle de l'État. J'ai dit tout à l'heure, il est important que les États aient une vision par rapport à leur politique minière, en fonction bien sûr des ressources. Le pétrole a une certaine spécificité. Donc lorsque vous avez un potentiel intéressant et des ressources qui sont faciles à exploiter, je serais même tenté de dire que ça se fait tout seul. Mais pour d'autres ressources comme la bauxite ou le minerai de fer, il y a quand même une véritable vision qu'il faut avoir. Il faut avoir une politique. Et donc, il faut avoir bien sûr des incitations en termes de fiscalité, en termes d'utilisation des ressources locales, de la main-d'œuvre locale. Et c'est important d'adresser ces questions. Mais bien entendu, il faut aussi créer d'autres incitations pour les investisseurs. Il faut qu'ils trouvent un cadre qui soit attrayant, qui est de la constance, parce que c'est ce que je retiens de ma propre expérience dans le secteur minier. Il est important d'avoir de la constance, que lorsque vous devez développer un projet d'envergure, vous avez besoin de quelques années. Donc il est important de maintenir ce cap pendant plusieurs années afin que l'investisseur qui passe par de nombreuses étapes avant de commencer à mettre l'argent dans des proportions importantes puisse prendre sa décision. Et s'il y a donc de l'instabilité, s'il y a des changements de cap fréquents, ceci décourage l'investissement. D'un autre côté, nous avons besoin bien sûr d'avoir une vision
en termes de standards. Je crois que c'est très important, les leçons aussi que je retiens, peut-être ceux qui ont suivi l'actualité en Guinée, il est important d'avoir des standards assez élevés aujourd'hui dans le secteur minier, standards en matière de sécurité pour l'investissement, de prise en compte des impératifs en matière environnementaux, mais aussi en matière de relations avec les communautés. Parce que si vous n'avez pas adressé ces questions, elles vous rattraperont tôt ou tard. Nous allons nous arrêter là et je conçois votre frustration parce que dans ce monde de passion qu'est le monde du sous-sol, il se pose mille et mille questions financières, juridiques, politiques et on voit que le sous-sol peut être une malédiction ou une bénédiction. En tout cas, je remercie les membres du panel de leur participation puis je vous remercie également de la vôtre. Bonne soirée. L'occasion de faire une petite